Anne, je vous demande de vous présenter en quelques mots. Vous êtes architecte, ingénieur, Oui. et vous avez en charge... Je suis en charge je travaille sur l'opération Clichy-Batignolles dans le 17e arrondissement. On est donc Paris intramuros. Et la particularité, c'est que oui, je suis de formation ingénieur et architecte, mais je suis aménageur en fait là dans ma profession actuelle, donc chargé d'opération pour le compte de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'on est chargé de la mise en œuvre du projet d'aménagement qui a été conçu par la ville, dont les grandes orientations ont été définies par la ville. C'est une ZAC, donc maintenant que vous savez ce que c'est une ZAC, c'est une procédure d'aménagement qui nous permet de réaliser l'ensemble du projet. Et donc, notre rôle, simplement, c'est de mettre en œuvre et de coordonner l'ensemble des acteurs et de le faire sortir de terre, donc des études, du suivi des études jusqu'au suivi des travaux. Et voilà. Et la ville contemporaine, c'est votre quotidien. Oui. Mais alors avec des aspects beaucoup plus pragmatiques. Alors on vous suit sur le contexte du projet. Sur le concret. Voilà. Donc voilà, très rapidement, parce que je pense que vous situez certainement à peu près le site dans Paris. On est dans le nord-ouest parisien, le long du faisceau Saint-Lazare, en limite du boulevard périphérique et de la ville de Clichy. Et ensuite, on est bordé par l'avenue de Clichy et la rue Cardinet, donc des axes qui sont très structurants, soit urbains, soit ferroviaires, et le périphérique qui est donc autoroutier. Qui délimite très, très nettement le périmètre du projet. On est sur 60 hectares en tout. Combien ? 60 hectares en tout. J'avais cru 54. Mais en fait, 54, c'est parce que vous avez pris 6 hectares depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est la partie dont nous sommes en charge, en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté du faisceau, vous voyez qu'il y a un petit bout qui se raccroche à l'ouest du faisceau. C'est aménagé par un autre aménageur que nous, c'est la SNEF, qui est filiale d'aménagement de la SNCF, qui a gardé cette partie-là du projet pour l'aménager elle-même, mais avec les mêmes orientations que celles qui ont été définies par la ville, le même urbaniste, le même projet. C'est simplement, après, c'est pas les mêmes acteurs qui portent le suivi du projet et sa concrétisation, on va dire. Alors, un maximum de besoins à remplir dans un minimum de place. Hein. Alors effectivement, c'est quand même ça. Hein. On est dans un contexte très particulier, puisqu'il y a une dernière grande emprise à construire dans Paris, avec la problématique du logement qui est très importante à Paris, donc de grands besoins, et un grand besoin dans ce secteur-là, qui était un parc, puisque tout le nord-ouest parisien est en grand déficit d'espace vert. Donc une des orientations principales de la ville, c'était de créer un parc de 10 hectares. Donc 10 hectares dans 60 hectares, ça représente une grande partie. Et la problématique, c'est comment réussir à réaliser des objectifs de logement ambitieux, d'équipement pour répondre à l'ensemble des besoins, au maximum de besoins, sur le terrain qui nous est donné. Donc ça va, voilà, vous allez voir comment on a répondu au sujet. Donc très rapidement, c'était pour vous remettre l'histoire du projet qui a démarré en 2002 avec un site ferroviaire qui commençait à être sous-exploité. Donc la ville qui a engagé des études pour mener un projet et réinvestir cette parcelle qui constituait une enclave dans Paris et du coup qui séparait des quartiers très différents, puisqu'on a les Épinettes, le quartier des Batignolles, la plaine Monceau de l'autre côté du faisceau ferroviaire, qui sont des quartiers avec des identités autant de morphologiques et puis sociales très différentes. Oui, et de résidents différents. Voilà, de résidents, oui. Donc ensuite, en 2003 est arrivé le village olympique, l'idée de faire le village olympique à cet endroit-là. Bon, finalement, Paris n'a pas eu la candidature pour les JO de 2012, donc on est revenu à l'idée initiale de faire un quartier résidentiel destiné directement à intégrer la ville, mais ça a à un moment donné orienté un peu le projet sans en modifier les grandes composantes. Donc l'urbaniste coordonnateur, c'est François Greter, qui a conçu le projet et qui aujourd'hui suit la mise en œuvre et les adaptations qui sont nécessaires au jour le jour en fonction de la vie du projet. Donc ça, c'est le projet tel qu'il a été conçu au départ. Donc on le voit en 2005. Et ici, on est dans une étape importante du projet qui est liée à la réflexion sur le Grand Paris et la possibilité d'implanter le tribunal de grande instance dans la ZAC. Monsieur Piano. Qui a été validé en 2009 par l'État, qui porte le projet, qui le réalise, qui est effectivement conçu par Renzo Piano aujourd'hui, puisqu'on connaît le projet. Et tout ça a été accompagné, puisque le choix d'implanter le TGI et la DRPJ qui quitte le quai des Orfèvres pour venir s'implanter dans la ZAC a fait qu'on a dû enlever des logements là où on avait prévu d'en mettre, et on a dû rechercher à les reconstituer au maximum dans le reste du projet.
C'est une bagarre tout ça, non? Voilà, c'est une c'est une recherche de capacité, on va dire. Il y a toute une réflexion sur la silhouette aussi urbaine de Paris, avec la possibilité de sortir des hauteurs classiques. Et donc, on a validé en 2011 la possibilité de déplafonner un certain nombre d'immeubles jusqu'à 50 mètres pour pouvoir alléger la silhouette. Enfin, c'est aussi arriver à tenir nos objectifs de logement, puisqu'il y avait une convention passée entre la ville et l'État pour réaliser 3500 logements, donc objectif qu'il fallait au maximum tenir. Et en même temps, c'est pas juste en faire plus, c'est aussi alléger la silhouette, faire des bâtiments peut-être moins compacts, moins denses, qui trouvent plus l'accès au soleil, qui ménagent plus d'espace les uns avec les autres, plus de vues pour les habitants, et peut-être une ville plus aérée, et moins continue que la ville haussmannienne. Et la hauteur est passée alors? La hauteur est passée puisque la révision simplifiée du PLU a été validée en 2012. Malgré M. Loyer alors? Malgré tous ses opposants, oui. Et voilà, là vous voyez l'image du projet aujourd'hui. Non, ça fait un grand débat effectivement, mais c'est quelque chose qui a été accepté. Surtout que cette question de déplafonnement, elle est autorisée aujourd'hui de manière contenu, on va dire, dans le PLU, puisque c'est à la parcelle, on ne peut pas monter, on peut pas dépasser une certaine surface qui peut monter au-dessus de 50 mètres, et c'est uniquement pour les immeubles qui sont le long du parc, donc qui bénéficiaient du grand dégagement d'au moins 100 mètres devant du parc, et du coup, forcément, plus le vide est grand, plus la hauteur est acceptable, puisqu'elle n'a pas d'impact sur les voisins. Voilà, mais 50 mètres, ça reste... on est sur des hauteurs qui vont de 28, 37 à 50 mètres. Et vous avez des candidats pour habiter les tours? Oh oui, oui. Oui. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas encore de réalisés, enfin des tours. Vous allez voir qu'on n'est pas forcément... quand on dit tour, il y a beaucoup de choses derrière le mot tour en termes de morphologie et de bâtiment, vraiment, puisque c'est juste une question de hauteur. Après, le bâtiment peut prendre des formes extrêmement diversifiées. Donc les grands objectifs du projet qui ont été définis par la ville et qui sont exprimés dans le projet de François Gretter, c'est de recoudre les territoires et donc les différents quartiers et conforter les continuités urbaines. Donc là, on est dans la logique de la ville contemporaine où on retrouve le rapport à la rue. Il faut que le quartier s'installe dans la ville, qu'il y ait des échanges, que tout ça circule. Créer un grand parc, donc créer une nouvelle offre de logement pour tous, parce qu'on développe, donc en termes de mixité, effectivement, et d'ambition en logement social, on est très élevé puisqu'on a 50% de logement social sur le projet. Ensuite, il y a une partie de logement loyer maîtrisé, donc c'est aussi du loyer accessible, mais un peu au-dessus du plafond du social. Et puis une partie de vente classique d'accession libre. Voilà, et ensuite, et puis des résidences d'étudiants, enfin tout un tas de typologies d'hébergement, de logements pour des publics particuliers, donc les étudiants, les personnes âgées, je ne vais pas tous les balayer, mais... Une sorte de paradis urbain, à vous entendre. Hein. Une mixité, pour le coup, quand on parle de mixité, on essaie de la porter le plus loin possible. Et ensuite, donc, il y a un objectif très essentiel pour le coup, c'était d'améliorer la desserte des transports en commun, puisque on maintient des services urbains, développer un quartier mixte et animé, et construire un écoquartier. Alors là, on est dans le vocabulaire effectivement un peu actuel. Quand le projet a été lancé en 2003, il y avait une volonté, dans le cadre du village olympique aussi, d'avoir une exemplarité écologique. Et c'est à ce moment-là il y a des études qui ont été poussées assez loin, qui se sont inscrites dans les documents qui encadrent l'urbanisme, notamment le plan climat, qui ont été déclinés dans la ZAC de façon assez poussée sur la base d'études de potentiel, et qui ont fixé des objectifs assez ambitieux qu'on porte aussi aujourd'hui, qui contraignent le projet d'autant plus, mais qui sont un défi à relever pour intégrer tout ça et faire que toutes ces contraintes soient absorbées et qu'on construise un quartier dans lequel et là, vous avez répondu à la majorité des objectifs? On est en train, puisqu'on est en train de le faire sortir de terre. Le bilan, ce sera quand on aura tout. Enfin, c'est progressif. Là, c'est rapidement. Donc, pour les transports en commun, là, on est dans un secteur où on a uniquement la ligne 13 qui dessert et qui est extrêmement saturée. Bon, il y a le RERC, mais c'est un peu particulier comme réseau. Et donc, la ligne 14 est prolongée. On aura 2 stations sur la ZAC et on sera desservi également par le tramway T3 qui est prolongé jusqu'à la Porte d'Asnières. Donc, ça, c'est à l'horizon 2017-2018 où on aura un renforcement de la desserte importante. Et donc le petit topo sur les objectifs environnementaux dont j'ai déjà parlé. Voilà. Passe. Donc là, c'était pour vous remettre le périmètre de projet et son occupation
au départ, avec les rails ferroviaires, les entrepôts de stockage, de maintenance, et le projet à l'arrivée. Mais ça, c'était pour vous parler de quelque chose qui influe fortement sur le projet et donc sur la forme urbaine qui nous intéresse et qui concerne beaucoup de contextes de projets contemporains, puisque finalement les terrains qu'on a à réinvestir aujourd'hui sont souvent des terrains, des reconversions de sites industriels, récupérer des friches, siècle, ferroviaires. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont dans le projet, la qualité des sols, des terrains qui, dans ce cas-là, on est sur une plateforme ferroviaire qui a été remblayée, parfois de 4 mètres. Donc, il y a des questions de comment est-ce qu'on s'insère dans ce nivellement, cette topographie qui est aujourd'hui naturelle, mais qui en fait était artificielle, qui n'est pas le terrain d'origine. Oui. Voilà, donc, et puis là, une problématique qui est que dans le dialogue avec la SNCF et RFF, on a eu à maintenir certaines activités. Je vais essayer d'être courte, mais je me rends compte que je suis longue. Notamment la petite ceinture, qui, comme c'était son niveau de branchement avec le faisceau... Qu'est-ce que vous en faites de la petite ceinture? C'est son niveau de branchement avec le faisceau Saint-Lazare, donc elle reste présente sur le site et surtout elle reste active, pas pour du trafic, mais pour des manœuvres de train qui iront à la centrale à béton que vous voyez en vert et qui auront à manœuvrer sur la petite ceinture. Donc il pourra y avoir un train dans le projet occasionnellement à une certaine fréquence. Et ensuite, il y a des activités qu'on repositionne le long du faisceau Saint-Lazare que vous voyez en foncé, qui sont des espaces dont la SNCF avait encore besoin et ne pouvait pas redéployer plus en aval du faisceau. Donc, ce sont le stockage des locomotives qui vont se brancher Intercité en Saint-Lazare et des trains travaux pour l'entretien des voies ferrées. Donc ça, c'est une contrainte dans le projet puisque ça occupe une partie du foncier qui pouvait être disponible pour le projet. Et tout ça influe sur la topographie puisque, comme je vous disais, le plateau ferroviaire était présent et un des éléments fondateurs du projet de François Greiter qui fait aussi qui a plu au moment de la consultation urbaine, c'est le maintien de cette topographie, donc des terrassements minimum. Et donc la petite ceinture se retrouve à niveau avec le parc, avec le projet, de plein pied, ce qui crée une situation assez particulière, puisque le parc se retrouve un peu en deux parties, et le projet gère des franchissements et des traversées de cette petite ceinture pour faire que le parc soit une seule entité. Et ensuite, la deuxième particularité, c'est que ces activités qui sont le long du faisceau, on les recouvre par une grande dalle. Donc on ne fait pas de l'urbanisme de dalle comme on pouvait faire dans les années 70 où on recouvrait... C'est retour à la dalle. Mais on fait une dalle, et c'est un peu Rive Gauche aussi, fait entre guillemets sa dalle, mais là pour recouvrir complètement le faisceau. Ici on recouvre juste des activités annexes qui sont des voies de garage pour venir reconstituer le sol. Et qu'est-ce qu'il y aura sur la dalle? Il y aura des bâtiments, il y aura les bâtiments de bureaux. Vous voyez en dessous, sur la petite coupe, là, il y aura des bâtiments de bureaux. Et c'est aussi une logique de venir créer des ponts et des passerelles, un pont et une passerelle qui viendront traverser le faisceau ferroviaire et mettre en connexion les deux parties du projet, l'Est et l'Ouest, la plaine Monceau et le quartier des Batignolles. Voilà, donc le projet il est fondé sur la recherche de maximum de continuité avec les rues existantes. Vous voyez tous les tracés du projet qui sont en lien avec les voies qui existent de part et d'autre. Donc il y a vraiment une volonté de faciliter au maximum les déplacements et les continuités. Ici, le parc, c'est un élément très important du projet, il est en plein cœur du projet. C'est un espace qui est uniquement piéton. Donc de fait, on est en lien aussi avec la logique qui était de faire un écoquartier, c'était de diminuer la place de la voiture et faire un quartier le plus apaisé possible pour les piétons et les habitants. Donc ce parc qui un peu sépare le projet en deux, le côté avenue de Clichy et le côté faisceau Saint-Lazare, est de fait un espace complètement piéton. Et donc on a, conséquence un peu de ce système-là, des réseaux de voies qui sont réduits au minimum, qui sont traités en... c'est piéton, mais vous remplacez la voiture par quoi? Des rues, je veux dire, mais c'est aujourd'hui... Il y a quoi? Il y aura des bus, il y aura des... il y a des stations de métro, transports en commun. Oui, transports en commun. Il y a ça, il y a quand même des voitures, hein, mais on n'est pas dans une logique où on fait un projet avec des grands axes structurants, comme ça peut être le cas quand on travaille sur un endroit où il n'y a pas d'axe public majeur de déplacement. Là, on est adossé à tout ce qu'il faut en termes de réseau. Donc, on est sur des choses beaucoup plus intimistes et des voies plus de desserte de quartier que des voies structurantes. Voilà, et donc un élément important aussi de cette configuration du projet, c'est qu'on vient créer deux grandes façades sur le parc,
une façade est qui aujourd'hui est connue puisque tous les projets sont conçus, une façade ouest qui, avec le déplafonnement à 50 mètres, puisque c'est plus cette partie-là du projet qui est concernée, va s'élever, va avoir vraiment une... Enfin, ça va être le paysage du parc. Le parc va être le paysage, la strate, tout le végétal, et puis on verra les façades de part et d'autre qui vont faire que le parc constitue l'espace complet du parc. Et Anne, il faudra combien de temps pour achever quand même le... Aujourd'hui, on est censé finir en 2019. Vous avez commencé en 2002, c'est ça? Oui, et on est censé finir en 2019. Ça mais fait c'est combien, un projet qui va combien 2002, très 2019 17 ans. 17 ans. Et c'est un projet qui va très très vite. Je veux dire que le rythme de développement du projet est assez incroyable. C'est un projet qui va vite. Et on sait pourquoi il va vite? Parce qu'on est dans plein Paris et qu'on n'a pas de problème pour trouver des gens qui veulent construire. Et puis parce que vous coordonnez l'ensemble. Et qui veulent acheter aussi. Enfin, c'est toute une dynamique économique. Non, oui. C'est vrai que quand dans certains endroits, contextes, on a du mal à attirer des investisseurs, des promoteurs. On peut pas. Et puis on peut pas vendre. Pareil, des gens qui veulent venir s'installer vont pas venir au même rythme. Qu'à Paris, il y a une telle demande que voilà, on peut dérouler le projet. Alors rapidement, 17 ans, c'est quand même long, mais c'est beaucoup de choses à mettre en place. Là, c'est la répartition des programmes avec un peu la position vis-à-vis des grandes infrastructures qui se révèle un petit peu dans la répartition des bureaux le long des voies ferrées. C'est un parti qui peut se discuter, moi je trouve, mais qui en tout cas a du sens, c'est de mettre tous les bureaux le long des voies ferrées que vous voyez en bleu pour créer un écran acoustique qui protège les logements, qui protège le parc, du bruit des trains qui circulent. Après, du coup, on perd le paysage vers les voies ferrées. Mais les trains font plus de bruit quand ils circulent? Ils circulent à vitesse réduite puisqu'ils sont dans Paris, mais il y a quand même un gros trafic. La gare Saint-Lazare, c'est une des gares européennes majeures. Et puis le palais de justice qui, avec ses 160 mètres de haut, vient faire signal le long du périphérique pour marquer l'équipement d'État et national qu'il est, et puis qui va marquer la position de l'ensemble du projet. Voilà. Alors, et puis voilà, quelque chose qui influence la forme urbaine fortement, aussi, c'est les objectifs environnementaux, puisque à la fois il y a une nécessité d'avoir une approche bioclimatique la plus poussée possible pour atteindre des objectifs de sobriété énergétique, de qualité d'ensoleillement. J'en passe, les meilleurs. Et puis, il y a un objectif aussi particulier sur la ZAC, puisque... D'ensoleillement, vous avez dit. D'ensoleillement des logements, d'éclairement, de confort d'été, de confort d'hiver. C'est-à-dire l'hiver, il faut avoir du soleil chez soi pour avoir à chauffer le moins possible. Et l'été, il faut être protégé du soleil pour ne pas être en surchauffe. Voilà. Donc tout ça, ça influence la façon dont on va positionner les bâtiments. Il y a aussi... le fait de pouvoir ventiler naturellement son logement, qui fait qu'on va pouvoir produire certains types de projets et on va éviter de faire des logements mono-orientés. Et tout ça, ça influe sur le projet architectural. Ensuite, il y a le photovoltaïque, qui est une particularité du projet de Batignolles, puisqu'on a un objectif très ambitieux de développement de surface photovoltaïque, de production, pour répondre aux objectifs qui sont d'avoir un bilan de gaz à effet de serre nul. Donc chaque bâtiment a son lot de photovoltaïque à produire et à intégrer dans l'architecture du bâtiment, soit en toiture, soit en façade, lorsque les conditions le permettent. Et en fait, la morphologie des parcelles, qui est assez intéressante parce qu'elle est complètement atypique, ce projet est globalement assez atypique, puisqu'on a sur des... Voilà, pour le coup, c'est un peu la tendance, comme vous parliez de macro-lots, on est un peu dans ce registre-là. Vous dites ce que c'est, les macro-lots? C'est ça. Moi, j'ai du mal à le définir parce que je trouve que c'est quelque chose, pour moi, assez flou, mais... alors si même vous... Non, mais je laisserai... c'est vous? On imbrique. C'est le suivant. Ouais, on imbrique, mais moi, j'ai une petite... je ne sais pas si on est vraiment dans du macro-lot. On est en tout cas sur des parcelles qui sont de taille... importante par rapport aux tailles de parcelles qui nous entourent dans le tissu existant. On est sur une densité à la parcelle, une mixité de programmes, puisqu'on doit à la fois faire les équipements, les écoles, les commerces qui vont être utiles aux habitants, et puis les logements qui vont s'élever au-dessus. Donc chaque projet, chaque parcelle abrite plusieurs types de programmes. Anne, je vous propose de conclure. Oh non, c'est pas possible. Ah oui. Bon, alors je vais faire très vite. Bon, là, globalement, voilà, vous avez donc la question qui se pose. Je suis sûre qu'il y aura des questions de la salle. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait. Oui, mais justement, la partie la plus intéressante, presque, c'est celle que je vis le plus. C'est comment construire un ensemble cohérent à travers
voilà, ces données d'entrée, parce que là, vous voyez du coup le projet avec les parcelles qui sont vides. Et nous, une justement de nos raisons d'être, c'est de faire émerger chaque projet d'architecture qui vont construire le paysage. Et donc, on a éprouvé plusieurs méthodes. La méthode classique, qui est de lancer un concours d'architecte pour un maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, c'est celui qui construit, qui fait construire le bâtiment, donc le bailleur social ou le promoteur privé. En général, c'est tout le temps ça. Ça peut être d'autres acteurs, l'État dans le cadre du palais de justice. Et donc, avec le maître d'ouvrage, on lance un concours d'appel à candidature. On retient 5 architectes qui se présentent à concourir et on leur fait réaliser un projet. Ils ont 3 mois pour faire une esquisse et pour nous rendre une esquisse. Et ensuite, on juge sur ces 5 projets et on en retient un qui va être celui qui va être réalisé. Et voilà. Et on continue à travailler avec cette équipe. Et là, on voit un cas où on a 3 parcelles avec leur nom barbare E1, E2, E6, qui sont côte à côte et qui, avec des limites de mitoyenneté directes, et qui ont été conçues comme ça, avec des concours différents. Donc finalement, le premier qui est choisi, il a toute liberté, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore les contraintes des suivantes, puisque les suivants ne sont pas là. Le second qui arrive prend les contraintes du premier, puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a des prospects à respecter, il y a des vues, des vis-à-vis. Et ensuite, le dernier qui arrive, voilà, il prend tout. Et puis, finalement, la cohérence, on la fabrique un petit peu comme on peut. Il vaut mieux être le premier. Il vaut mieux être les premiers, sans aucun doute. Voilà. Et ensuite, ici, on a un second cas qui dans l'histoire du projet. On avait entre le E10A et le E10B un peu la même situation, et on s'est du coup dit qu'on ne voulait pas retomber dans le même schéma. Donc, on a proposé aux 2 maîtres d'ouvrage, qui étaient Paris Habitat et la SNI, de faire un concours commun. Donc, ils se sont groupés juste pour le concours. Après, ce sont 2 maîtres d'ouvrage qui ont leurs 2 projets différents, leurs 2 budgets d'opération différents, leurs 2 contrats avec leurs architectes différents. Mais le concours était commun. Et du coup, ils ont retenu ensemble un même projet avec les architectes qui l'ont conçu. Donc, ce qui a permis de répondre à une problématique urbaine de rapport à la rue, de rapport aux immeubles existants qui étaient derrière, de rapport au parc et de rapport à l'avenue de Clichy. Voilà. Et enfin, là, la dernière problématique qui était, mais comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire de la cohérence sur ce grand ensemble de 600 mètres de long, c'est à peu près la longueur de ligne de la cité, qui va avoir un panneau qui va être à peu près 50 à 60 mètres au-dessus du parc, puisque la dalle est 10 mètres au-dessus déjà du parc. On peut être jusqu'à 60 mètres au-dessus du parc à l'est, et on peut être côté faisceau, on développe 600 mètres de bureaux. C'est des ensembles qui vont être vus comme tels, puisque le faisceau offre un grand dégagement visuel et le parc également. Donc comment est-ce qu'on fait pour que cet ensemble soit vu comme quelque chose de cohérent ? Un ensemble. Voilà, et là, donc, on a lancé l'année dernière des ateliers de conception qui sont un dispositif original ça existe de faire des workshops, mais à cette échelle-là, on ne connaissait pas de référence de projet, puisqu'on a conçu 100 000 m² d'un coup, 5 bâtiments, c'est-à-dire que par rapport, je reviens à la petite image d'avant, là, vous voyez le cercle rouge qui représente l'ensemble, et en fait, on a séparé en 2. On a fait la première partie, la sud, c'est-à-dire la moitié du programme, 100 000 m², et le nord, on la lance maintenant, en ce moment, on est en train de choisir les architectes qui vont réaliser les projets. Et donc la particularité, c'est qu'on choisit les architectes sans concours. On les choisit sur dossier de référence, et on les choisit sur oral. On les auditionne, on écoute leurs intentions, leur compréhension du site, leur envie de participer à un atelier, parce que l'atelier, ça dure 6 mois. Ils arrivent avec rien et ils participent toutes les 2 semaines à ces échanges qui permettent à chacun de voir ce que propose l'autre et de mettre en cohérence du coup les projets comme ça par un peu le chemin naturel de la production, de la réflexion. Ah, toi, tu as fait ça, ben, lui, il a fait ça, peut-être que du coup, moi, je peux plutôt faire ça que ça. Enfin, voilà, ça contextualise beaucoup plus les propositions, les réflexions des architectes. C'est du collectif. C'est du collectif, et on est nombreux parce qu'il y a tous les maîtres d'ouvrage, tous les architectes, donc 2 architectes par lot, parce que pour aussi créer de la diversité et de l'animation, enfin, c'est que, comme je vous dis, on est sur des grandes parcelles qui sont quand même assez denses. Et une des seules intentions, on n'est pas à la ZAC de Bercy, on n'a pas une logique d'ordonnancement, il n'y a pas de préconisation comme ça d'un architecte urbaniste qui dit on va faire des balcons tous au même niveau. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que François Gatter est beaucoup plus libéral et il considère que les architectes savent faire leur métier. Par contre, ce qu'il demande, c'est que c'est pas une critique, c'est pas du tout. Je vous dis, c'est comme ça qu'il. C'est une pique pour Bercy. Ah non, je ne me permettrai pas de critiquer la ZAC de Bercy. On compare
on verra ce qu'on peut faire. C'est une position, vraiment, moi j'en suis pas du tout. Je suis pas... On conclut, Anne, on conclut. Oui, et juste, donc il y a à chaque lot, chaque projet, chaque parcelle, chaque bâtiment, on demande d'avoir au moins 2 architectes qui travaillent pour avoir une diversité d'écriture et qu'on sente plusieurs échelles dans un seul bâtiment, parce qu'on aura plusieurs architectes qui auront travaillé dedans et qui seront peut-être répartis petit à petit le projet. Mais qu'est-ce qui met un peu d'ordre dans tout ça quand même? Et voilà, alors on a, vous voyez sur l'image, François Greter, Dominique Alba, directrice de la Pure, Anne Hidalgo qui était là cette fois-là, parce qui était notre présidente, qui ne l'est plus, mais qui était aussi adjointe à l'urbanisme, donc à ce titre a validé l'ensemble des études qui ont été menées. Et voilà, donc là c'est le travail sur la volumétrie. Vous voyez, petit à petit ça se fait. Ça c'est une maquette d'ensemble au 500e qui permettait de travailler tous ces aspects de volumétrie. Après on est passé à une maquette plus pointue qui permettait de travailler les rez-de-chaussée et les toitures, parce qu'effectivement il y a tout un travail sur les rez-de-chaussée, il y a plein d'interrogations. Les toitures aussi avec le photovoltaïque et les usages partagés, collectifs, les toitures végétalisées. Et là, vous avez du coup la perspective qu'on a obtenue sur le parc, la moitié. L'autre moitié reste à faire. On continue à droite, on en a à peu près autant. Et là, la perspective sur le faisceau ferroviaire. Bravo. Voilà, à continuer. Bravo et merci. D'accord.